Alors, bonsoir et bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette table ronde qui est présentée sur le sport et l'actualité physique. Une table ronde qui est présentée par le Centre intersectoriel en santé durable de l'UQAC. Alors, bienvenue à vous tous ici dans la salle ce soir, réunis au centre. Nous sommes réunis au centre social de l'UQAC. Salutations, bien sûr, à tous ceux et celles qui nous regardent actuellement sur le site web du 6D ou encore sur les ondes de MaTV qui captent l'événement d'aujourd'hui et qui éventuellement va être diffusé donc sur les ondes de MaTV. Je m'appelle Jean-Pierre Girard, c'est moi qui aurai donc le plaisir d'animer la table de ce soir qui est composée de 6 intervenants qui m'entourent. Et cette table, ça s'inscrit dans la foulée de la publication d'un livre choc, Faut que ça bouge, publié par Pierre Lavoie, écrit par Pierre Lavoie et Jean-François Harvey. Donc, c'est publié aux éditions de L'Homme. Et puis, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit depuis son lancement l'automne dernier. Alors, ce que je vais faire, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir les deux auteurs du livre. C'est un privilège d'avoir ces deux auteurs avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, à ma gauche, quelqu'un qu'on connaît bien ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et partout au Québec. Hein. Tout d'abord, un athlète de haut niveau, bien connu, trois fois champion de l'Ironman, 3 fois champion de l'Ironman à Hawaï quand même. Connu pour son combat contre les maladies héréditaires et pour la promotion des saines habitudes de vie. J'imagine que le grand défi Pierre Lavoie, ça vous dit quelque chose aussi. Pierre est un des fondateurs du Lab École pour la promotion de la réussite scolaire également. Bonsoir, merci d'être avec nous, Pierre. Plaisir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous le co-auteur de Faut que ça bouge, Jean-François Harvey. On l'a sur écran aujourd'hui. Monsieur Harvey, bonjour. Bonjour. M. Harvey est kinésiologue, ostéopathe, enseignant et conférencier et auteur de 3 ouvrages à succès. Un qui s'intitule L'entraînement spinal et les célèbres Courir mieux, tome 1 et 2. Vos livres, d'ailleurs, M. Harvey, sont une source d'inspiration pour ma conjointe, qui est une Francine, qui est une adepte du jogging depuis longtemps et qui apprécie beaucoup vos livres, je dois vous le dire en passant, comme beaucoup d'autres aussi. Alors, M. Harvey est avec nous à distance. On peut le voir à l'écran ici dans la salle, vous savez. Alors, merci beaucoup de votre participation, M. Harvey. Nos autres panélistes maintenant. Voici M. Christian Leclerc. M. Leclerc est directeur de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec, qu'on appelle la FEPEC, et vous êtes chargé de cours également à l'Université de Sherbrooke. C'est bien ça, M. Leclerc? Oui, exactement. Ah, bien, merci de votre présence. Nous accueillons également Mme Elisabeth Martin, qui est kinésiologue et étudiante au doctorat en sciences humaines appliquées dans le domaine de la performance sportive. Très heureux de vous avoir avec nous, Mme Martin. Merci. Bonsoir. Nous avons le plaisir donc d'avoir avec nous M. Brice Favier-Ambrosini. Il est professeur au département des sciences de l'éducation de l'UQAC, où il donne des cours au baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et au doctorat en éducation. Il est également chercheur régulier au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Ça va, ma présentation, M. Ambrosini? Parfait, merci. Ah, parfait, OK. Merci, je suis content de vous avoir avec nous. Et enfin, nous avons la chance d'accueillir le directeur général adjoint du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay, M. Jean-François Proulx. M. Proulx, bonjour. Bonsoir. Et vous me dites aussi, c'est pas anodin, je crois, vous avez amorcé votre carrière, vous, comme enseignant d'éducation physique? Tout à fait, comme éducateur physique. Ah, en 1996, il y a quelques années déjà. Oui. Ah, pour notre conversation de ce soir, je pense que c'est un plus pour vous, ça. Alors, vous le devinez, on a plein de choses à discuter ce soir. Alors, écoutez, ce que je vous propose tout d'abord, c'est qu'on va s'adresser à nos deux auteurs pour un constat de situation, puis ensuite, peut-être des réactions de nos panélistes. Alors, écoutez, je comprends que vous avez écrit ce livre, Pierre et Jean-François, vous avez écrit ce livre en réaction à ce que vous appelez la crise de l'inactivité qui nous frappe actuellement, qui nous frappe de plein fouet, et puis qui s'est aggravée, je crois, depuis la pandémie, disons. Alors, en un mot, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos jeunes ont arrêté de bouger? Pour quelles raisons? Est-ce qu'il faut absolument agir? Pierre, une couple de minutes là-dessus, puis ensuite la parole à Jean-François. Bon, on a voulu faire un ouvrage pour éduquer un peu la population à cette réalité. On voit des études à l'occasion qui sortent dans les médias.
ça va durer 2 jours, puis par la suite, on n'en parle plus. Mais quand on écrit un ouvrage, ben ça reste. Et on voulait surtout s'alimenter de données probantes pour pouvoir l'écrire et comparer le Québec. Bon, le Québec se situe où par rapport aux meilleurs pays au monde où ils performent mieux que nous et à nos voisins, bien entendu, les Américains et les autres provinces canadiennes. Donc, on voit que le Québec est quand même une des meilleures entités en Amérique, mais quand on se compare aux Scandinaves, on a beaucoup de chemin à faire encore. Donc, il y a une grande marge d'amélioration à aller chercher. Je savais qu'au Québec, ça fait au moins 15 ans qu'on travaille. Là, tout le monde travaille, il y a plein d'organismes là, pour les saines habitudes de vie. Cette avance-là, on la voit présentement. On est en avance. Les fumeurs, on a chuté de 24 % en 2009 à 13 %. On voit qu'il y a un avancement de la société québécoise plus rapidement que les autres. Mais chez les jeunes, il y a une préoccupation. Le COVID est venu amplifier le problème et on voulait avoir les données. On les recevait une fois de temps en temps, mais on a pu les obtenir des universités et des centres de recherche qui nous ont permis d'écrire un ouvrage qui alerte la population, nos décideurs, bien entendu, les parents, parce que souvent, c'est un écosystème. Les enseignants en éducation physique vont vous le dire, même les entraîneurs vont vous le dire. Souvent, le parent est inhabile devant comment je m'assure que mon enfant soit actif pour la vie. Donc, on a voulu écrire une recette, trouver les biais dans nos systèmes et surtout amener des solutions concrètes et à la fin proposer un modèle québécois. Oui. Jean-François, peut-être quelques mots à ajouter encore donc sur ce livre que vous avez écrit en partenariat avec Pierre Lavoie? Oui, alors Pierre et moi, on a commencé à parler de ce projet-là en 2014 en courant ensemble lors de la course du Grand Défi Pierre Lavoie avec les jeunes du secondaire et on se rendait compte de certains ajustements de parents qui amenaient certaines dérives, entre autres d'être beaucoup axés sur la performance et axés sur la spécialisation sportive active. Et donc, on a mûri ce projet-là et finalement, ben voilà, plusieurs années plus tard quand même, on sort ce livre-là et là, une des choses qui a changé entre-temps, c'est l'omniprésence des écrans. Donc ça, probablement qu'on pourra en reparler, mais ça contribue à augmenter les comportements sédentaires des jeunes et ça vient augmenter encore plus le problème d'inactivité physique. Et là, ensuite, ben, quand on a commencé à regarder les différentes études, à consulter des chercheurs, ben, on s'est rendu compte que depuis les années 80, quand on compare, la capacité fonctionnelle des jeunes a diminué de 30 % en l'espace de 35 ans. Le taux d'obésité est passé chez les jeunes au secondaire est passé de 2 % à près de 20 %. Les problèmes de santé mentale, détresse psychologique, TDAH et compagnie ont explosé. Les jeunes qui jouent dehors, vraiment, ça a diminué de beaucoup. Et donc, la condition physique a diminué de façon importante. Tellement importante que là, on commence à se poser des questions sur ce qui va se passer plus tard quand ils vont devenir adultes. Et selon plusieurs études, ben, on se rend compte que si ça continue comme ça, l'espérance de vie, premièrement, va diminuer par rapport à leurs parents. Et ensuite de ça, ben, l'espérance de vie en santé va même diminuer encore plus. Et donc, on se dirige vers un paquet d'adultes en devenir qui vont avoir des maladies chroniques pendant très longtemps. Alors, le constat, il peut être un peu démoralisant, mais Pierre et moi, on a voulu écrire un livre qui était vraiment plus axé sur, au-delà du constat, sur des solutions. Absolument. Et donc, il y a 2 fois plus de pages dans ce livre-là qui sont axées sur les solutions, et il y en a. Et donc, on a consulté un paquet de chercheurs et qui, dans le fond, qui répondent à une question, qui nous aident à voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire bouger les jeunes et à faire en sorte de les outiller pour ensuite qu'ils puissent avoir un engagement vers l'activité physique pendant toute leur vie, de façon à avoir une bonne santé physique et mentale, individuelle, mais aussi au niveau sociétal. Bien. Alors, je pense qu'on a bien compris la situation, le constat de la situation. Je vais aller tout de suite à mes panélistes, parce que là, on a vraiment plein de choses à discuter pour savoir comment ils réagissent face à tout ça. Évidemment, M. Christian Dettler de la Fédération des professeurs d'éducation physique, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ces constats-là, vous les avez constatés également, vous? Est-ce que vous confirmez ce que vous venez d'entendre ou il y a des petites nuances à apporter? Je ne sais trop. Ben, je dirais oui, je confirme, puisque moi, les 23-24 dernières années, comme enseignant d'éducation physique, à intervenir auprès des élèves, auprès des jeunes, puis à voir leurs conditions physiques se dégrader, vient que des fois, pas qu'on se sent impuissant, mais on aimerait ça agir, puis à un moment donné, c'est multifactoriel. Donc, il y a une importance de travailler en équipe, puis une importance de pouvoir là, se concerter pour arriver à changer les choses. On voit que le livre à Pierre, entre autres, est d'intérêt public, puis dans ce livre-là, on va venir parler aussi de ces enjeux-là.
Sinon, quand on parle de multifactoriel, c'est de voir comment on va travailler avec les parents, comment on va travailler avec les parents, comment on va travailler avec les enseignants, la communauté. Il y a un enjeu important de ce côté-là. L'élément pour lequel on observe, ce qu'on observe aussi beaucoup à l'école, c'est qu'on a vu le niveau d'activité physique ou le temps consacré à l'activité physique diminuer, le temps augmenté à l'inactivité ou plutôt au temps sédentaire augmenté pour lui. Et ça a amené aussi une baisse des interactions sociales. Il y a 3 grands phénomènes actuellement qu'on observe qui est préoccupant à ce niveau-là. Okay. Brice, peut-être réagir également face à ça? Ouais. Sur le constat, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Il y a des données probantes qui sont nommées dans le livre. Le constat, il est basé sur des données quantitatives. On ne peut pas trop le questionner, le constat. Et sur ça, l'ouvrage, il est intéressant parce qu'effectivement, il donne des solutions à plusieurs niveaux en insistant sur des choses qui nous tiennent à cœur comme enseignants d'éducation physique, à savoir miser sur le plaisir plus que sur la santé, miser sur une polyvalence sportive chez le jeune et chez l'adolescent plutôt que la spécialisation sportive, tout un ensemble de dynamiques que nous on soutient en tant qu'enseignants d'éducation physique et moi en tant que chercheur en activité physique. Un point pour peut-être compléter quelque chose que je n'ai pas vu dans le livre et qui permettrait un peu de nourrir aussi la discussion sur des points qui, moi, me semblaient importants. Donc moi, je fais de la recherche en sociologie des activités physiques et en sociologie de l'éducation à la santé. Et dans le livre, je suis resté un peu sur ma faim concernant les données en termes de socialisation des jeunes, au sens où je me suis posé la question, et je me pose la question dans mes travaux, qui sont les jeunes qui sont en inactivité physique? Qui sont les jeunes qui sont devant les écrans? Qui sont les jeunes qui ont une alimentation qui ne va pas dans le sens de leur santé? Ce sont les jeunes issus des classes sociales défavorisées. Et à la question, on a un constat oui, et il est d'autant plus fort chez les classes sociales défavorisées. Donc moi, la donnée qui me semble importante, c'est de mobiliser aussi des travaux en sociologie pour faire le constat d'inégalité sociale en termes d'activité physique, d'alimentation, de temps d'écran, et comment pourrait-on combler cette inégalité sociale et cette reproduction sociale en matière de santé, en passant par l'activité physique, etc. Là, ici, les enseignants d'éducation physique ont toute leur place puisqu'ils touchent l'ensemble de la population et l'ensemble des jeunes qui passent par le système scolaire. Donc moi, c'est une donnée du livre que j'ai moins vue au-delà des données probantes, mais qui sous-tend quand même le livre, mais que je me permets de nommer pour qu'on puisse avoir une discussion aussi sur les inégalités sociales en matière de santé. Ah, mais c'est intéressant. Puis écoutez, on va probablement avoir l'occasion d'y revenir également lors de notre discussion de ce soir. Élisabeth Martin, maintenant, vos commentaires, vos réactions face à ce que vous venez d'entendre. Oui, bien en fait, je pense qu'il y a une portion qui est vraiment intéressante dans la communication de l'information aussi, puis dans le rapprochement qui se fait un peu entre qu'est-ce qui se passe dans la pratique ou sur le terrain, autant ce que les enseignants d'éducation physique vont remarquer, ce que les entraîneurs des programmes sport-études vont remarquer auprès des jeunes aussi, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, puis tout qu'est-ce qu'on constate aussi dans la recherche, qu'est-ce qu'on a comme données probantes aussi, puis des fois, on remarque qu'il y a une distance entre qu'est-ce qui se passe dans la théorie, qu'est-ce qu'on remarque en termes de données scientifiques, puis qu'est-ce qui est communiqué ou qu'est-ce que les acteurs sur le terrain ont accès comme information, en fait, ou comment l'information leur est vulgarisée pour qu'ils soient en mesure de l'appliquer directement après ça. Puis je pense que le livre peut venir faire un pont, en fait, entre qu'est-ce qui se passe, justement, qu'est-ce qu'on a comme données probantes, puis qu'est-ce qu'on est capable de vulgariser pour amener l'information à nos éducateurs, puis après ça, amener des pistes de solutions concrètes sur comment est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques, ou comment on peut modifier nos pratiques pour les ajuster au contexte qu'on vit actuellement aussi. Donc, c'est un peu ce rapprochement-là que je constate, puis que j'avais constaté, justement, dans mes recherches à la maîtrise aussi, ou peu importe, où il y avait une distance entre on sait qu'est-ce qu'on doit faire, on sait la problématique est où en recherche parce qu'on a les données sur le sujet, mais après, comment on fait pour communiquer à l'ensemble de la population ces données-là, puis comment on fait pour les sensibiliser en fait aux données qu'on a trouvées dans la littérature. Justement, la prochaine étape. Bien. Et M. Proulx, justement, de la commission scolaire du Centre de services scolaires. En fait, c'est un constat qui est partagé, qui est remarqué chez nous aussi dans notre centre de services. Puis, en éducation, vous savez, on est fan des données probantes. Là. Tout ce qui est démontré par la recherche, là, on s'inspire de ça, puis on veut intégrer ça dans nos pratiques éducatives là, le plus souvent possible. Puis, c'est ce qui fait foi de tout. Maintenant que ce constat-là il est documenté, puis que cette étude-là est déposée, bien, ça nous amène à faire une prise de conscience au niveau de la responsabilité qu'on a. Puis de la responsabilité qu'on a aussi près du jeune que la famille, l'école, les enseignants, la direction, le centre de service et aussi le ministère.
ça se mobilise. Il faut attendre les plans du ministère, il ne faut pas attendre les plans du centre de service. Il faut que chaque gestionnaire, chaque enseignant, chaque parent puisse déjà apporter des correctifs, sachant ça. Dans notre centre de service, on a eu la chance d'avoir Pierre comme conférencier qui est venu nous présenter de façon plus élargie les constats de ce livre-là à nos gestionnaires pour qu'ils puissent déjà apporter des actions dans les milieux scolaires, pour qu'on puisse déjà être sensibilisés, pour que les équipes écoles puissent l'être aussi. Donc, on est déjà en action, puis c'est quelque chose qu'il faut agir parce qu'on voit ce que M. Harvey a dit au niveau de l'espérance de vie, des maladies chroniques qui peuvent être développées. Alors, on a tous une responsabilité commune à cet égard-là, puis il faut agir dès maintenant. Bien, alors oui, je pense qu'on a un bon tour de table pour amorcer ces discussions-là. Puis, je relance sur ce que M. Proulx vient de dire, la mobilisation. On est rendu là, il faut mobiliser les gens, c'est ça l'appel que vous lancez, Pierre? Ben nous, on le fait depuis 15 ans, là, rassembler les gens, passer des messages auprès de la population, faire du marketing social et surtout de l'action. Parce qu'on peut faire que des messages et on se rend compte parfois qu'on ne se rend pas dans le concret. Mais moi, je pense que ça prend un ouvrage qui vient asseoir un peu où on est rendu au Québec. Et je pense que le travail maintenant est fait, il est vulgarisé, donc un parent peut le lire et très bien comprendre. Et un entraîneur ou un éducateur physique ou un titulaire ou une commission scolaire. Une fois que l'ouvrage est déposé, par la suite, ben, ça prend un bon documentaire parce que pas tout le monde lit. Et là, maintenant, il faut pénétrer le système. Et maintenant qu'on reconnaît les biais dans le système, il faut maintenant s'y attaquer. Et avant qu'on se rende compte qu'il y avait des biais, on va parler du sport-études probablement, il fallait d'abord connaître est-ce que ça marche ou pas. Puis ça prend des années. On l'a vu au Danemark, là, c'était les premiers à vouloir les écrans dans les classes. Et maintenant, c'est les premiers à les enlever. Parce qu'après leurs études, ils ont démontré que finalement, c'était pas si bien que ça. Donc, ça prend des années. Moi, j'aime beaucoup l'essai-erreur. Si on attend d'être parfait avant d'y aller, on n'y arrivera jamais. Avançons maintenant, on connaît pas les grandes lignes, travaillons avec les acteurs. Moi, j'aime beaucoup la mutualisation de tout le monde, travailler concerté parce que c'est multifactoriel, là, un enfant qui ne bouge pas. Il y a des éléments qui s'ajoutent, comme on l'a vu durant le COVID, l'amplification des écrans. On pensait que ça allait diminuer, ça a continué d'augmenter. Et là, durant la grève qu'on vient de vivre, ça a encore augmenté. Donc, on a fait des études, des sondages, mais j'aimerais beaucoup aller vérifier une troisième étude, celle qui était faite en 82 par la condition physique des jeunes au Québec, sur 3500 élèves dans les 17 régions, refait en 2017 avec Mario Léoné, où l'Université de Sherbrooke et l'UQAC ont participé. Et là, maintenant, on pourrait le mesurer après le COVID. Et hier, je parlais avec la santé publique, mais beaucoup de pression pour prendre une troisième mesure, pour alerter la population, parce qu'à la fin, c'est politique. C'est le ministre du Trésor qui donne des budgets, et par la suite, si on veut avoir, même si Isabelle Charest veut bien implanter des systèmes, ça y prend du financement. Oui. Et pour ça, il faut convaincre la population que c'est payant d'investir dans la jeunesse. J'aimerais ça qu'on parle des écrans aussi, parce qu'on a l'impression que c'est ça qui est l'ennemi actuellement. Là. L'ennemi, est-ce que je me trompe? Moi, c'est une bonne nouvelle, les écrans, parce que là, il y a une attention de la population en général. Tout le monde le vit, tous les parents le vivent. Et là, à partir des écrans, on peut parler des autres choses qui sont trop tôt. Là, on a une attention de la population enfin. Là. Les écrans, c'est une catastrophe nationale annoncée à court terme, planétaire en passant. Okay. Donc maintenant, il y a des pays qui devront poser des gestes, bien entendu. M. Harvey, vous avez levé le doigt. Alors, vous êtes le prochain. Je vous écoute, M. Harvey. Oui, je vais rebondir sur les écrans, mais j'aimerais ça dire un autre point après. Mais effectivement, les écrans, quand on était à l'écriture de ce livre-là, puis qu'on parlait, par exemple, à des parents de ça, c'était le point numéro 1 qui revenait. Puis même moi, aujourd'hui, quand j'en parle, aujourd'hui, j'avais plein de patients là, en ostéo, tout ça, on parlait de sport, de leurs jeunes, puis c'est le gros bug. Les gens sont pognés là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ces écrans-là? Qu'est-ce qu'on fait avec nos ados qui sont toujours devant leurs écrans? Donc là, si on met des chiffres là-dessus maintenant, ben ça commence très jeune. Il y a une étude qui a été faite au Québec sur les jeunes de 2 ans et demi. Et donc, à 2 ans et demi, quand les recommandations entre l'âge de 2 ans et 5 ans, c'est maximum 1 heure par jour, un jeune passe en moyenne 9 heures par semaine devant un écran au Québec. À 4 ans et demi, on est rendu à 15 à 16 heures par semaine. Donc là, c'est pas la faute du jeune, là, c'est le parent là, qui ne se responsabilise pas, qui ne maîtrise pas ça. Et ensuite, ça augmente, et ça augmente de façon exponentielle à l'adolescence, ce qui fait qu'à l'adolescence, 95% des jeunes rendus à la fin du secondaire ne respectent pas les recommandations qui sont de 2 heures par jour devant un écran.
Et donc là, on a un problème. On parle des jeunes, mais en fait, c'est un problème de toute la société, les grands-parents, les parents, tout le monde est pogné devant ces écrans-là. Les jeunes voient leurs parents devant des écrans. Ensuite, ils vont les imiter. Le parent est un peu mal placé après ça pour lui dire de ne pas être devant un écran. Alors, ça prend énormément de temps. Christian parlait tantôt d'interaction sociale, tout ça. Donc là, les écrans viennent bouffer du temps sur les interactions sociales, viennent bouffer du temps sur le sommeil, viennent bouffer du temps sur le temps en activité physique, viennent bouffer du temps sur le temps passé dehors. Alors, c'est un élément majeur. Et puis, on a vu Paul Saint-Pierre Plamondon il y a 2 semaines qui s'est basé beaucoup sur notre livre, justement, qui a dit qu'elle allait en faire une priorité pour son parti. Je pense qu'il faut que ça se passe à tous les niveaux si on veut arriver à faire de quoi. Les parents, il faut qu'ils donnent l'exemple. Il faut que ça se passe dans les écoles. Faut que les commissions scolaires, les écoles prennent des stratégies intéressantes. Et moi, je crois vraiment que le gouvernement a un rôle à jouer aussi là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit dans le fond, puis je pense qu'on salue l'initiative. Depuis janvier, les téléphones sont plus accessibles, sont plus permis à l'école. Ça reste une mesure préventive. Ce qu'il faut ajouter à ça, à cette mesure préventive-là, c'est de l'éducation aussi. Parce que quand on empêche les téléphones à l'école, on empêche un enfant de l'utiliser. Est-ce qu'on est en train de l'éduquer? Là, il faut aller un petit peu plus loin aussi. Donc, on a des mesures préventives. Il va falloir avoir aussi des mesures qui vont contribuer à l'éducation, faire de la sensibilisation, de la promotion. Il faut aller un petit peu plus loin de ce côté-là aussi. Oui. Brice? La remarque va exactement dans le même sens. Nous, en éducation physique, on a une compétence qui est l'éducation à la santé, parmi 3 compétences, qui est l'idée d'essayer de développer chez les jeunes des compétences pour gérer leur propre santé, leur santé à long terme. Et puis la gestion des écrans, ça fait partie d'une compétence qu'on travaille avec les élèves. Donc partir du principe qu'on les enlève, je suis d'accord avec François, est-ce qu'on fait acte d'éducation? Pas sûr. Est-ce qu'on peut leur apprendre à s'en servir? Peut-être. Je prends un exemple très concret. Moi, dans mes recherches, puis dans ce que je peux proposer en éducation physique, je propose un ensemble de mesures et de situations pédagogiques avec les enfants en EPS pour leur apprendre à utiliser leur montre connectée. Apprendre à l'utiliser dans le domaine de l'activité physique, mais aussi apprendre à ne pas l'utiliser et à faire confiance aussi à ses sensations. Et moi, je pense que les enfants et les adolescents ont des montres connectées, ont des téléphones. L'éducation physique, l'école peut être un lieu sécuritaire dans lequel on leur apprend à s'en servir, à ne pas s'en servir, à ne pas en être dépendant, mais à l'utiliser pour enrichir la motricité. Et il me semble que c'est une réflexion en termes d'éducation qui pourrait être intéressante et qui moi, me tient à cœur. Oui. Bon, de ce côté-ci, M. Proulx. Je suis tout à fait d'accord avec votre énoncé. Tout est dans l'équilibre et l'utilisation, puis comment on va éduquer les jeunes, les élèves à travailler avec les tablettes, avec les montres connectées, avec les téléphones. L'interdiction actuellement dans les écoles, elle est en salle de classe. Donc, on ne peut pas amener son téléphone dans la salle de classe, mais on peut l'avoir à l'intérieur de l'école. Puis, il peut être utilisé à des fins pédagogiques. Si un enseignant a un projet pédagogique dans lequel il utilise le téléphone, puis qui éduque les jeunes à l'utiliser de façon adéquate, avec équilibre, c'est toujours possible. Donc, faire la petite nuance que les téléphones ne sont pas nécessairement interdits à l'école, mais sont interdits en salle de classe, si ce n'est pas que pour une utilisation pédagogique. Donc, ça, c'est tout nouveau depuis le 31 décembre dernier. Donc, c'est une mesure qu'on met en place. Puis, je le répète, c'est le dosage, l'équilibre, puis il faut être capable de se servir des outils puis éduquer nos jeunes à s'en servir avec bon escient et intelligence là, sur les façons de faire. Je comprends que c'est un gros combat. Élisabeth Martin. Oui, bien en fait, ça fait un petit peu écho au concept d'éducation au niveau de l'utilisation du téléphone puis tout ça, mais en kinésiologie, souvent on parle de modification de comportement, de changement de comportement, puis l'idée en fait pour qu'un comportement perdure dans le temps, c'est d'être motivé, c'est que la motivation provienne de la personne elle-même. Donc, l'idée, c'est que la motivation provienne, puis l'intérêt provienne du jeune en lui-même par rapport aux effets de l'utilisation de son téléphone, puis peu importe la technologie, en fait, de l'utilisation de cette technologie-là, qu'il soit sensibilisé, puis qu'il soit conscient de cette utilisation-là. Il va être beaucoup plus en mesure de prendre une décision éclairée, puis après ça, de ce changement-là qu'on veut apporter dans la diminution de l'utilisation du téléphone, par exemple, est beaucoup plus susceptible de perdurer dans le temps, plutôt que si on lui impose, par exemple, l'interdiction de l'utilisation du téléphone, je dirais. C'est dans votre livre que j'ai lu ça. Vous incitez les parents à éteindre le Wi-Fi. Est-ce que j'ai rêvé ou c'est là que j'ai pris ça? Oui. Moi, je pense que ça va être voir que c'est une bonne idée, ça? Moi, je pense que ça va être très difficile. Il faut être honnête. Là. Je pense qu'on va régler le côté pédagogique dans les classes. Là. Au moins, on aura ce bout-là de régler. Une fois qu'on est sorti de classe, l'enfant va se rebrancher. Les jeunes filles sur les réseaux sociaux, les jeunes garçons, les jeux vidéo.
ce sera très difficile. Moi, je ne suis pas pessimiste, là. Je pense que une des solutions, c'est de convaincre chaque humain que ton corps a besoin de bouger 1 heure par jour, tous les jours, pour le maintenir en santé, d'intégrer à travers ce temps écran des moments extrêmement importants pour sa santé durable. Parce que si on veut l'éliminer, on va plus avoir du braquage, de la difficulté, puis il y aura toujours quelqu'un quelque part qui le fait ou qui le fait pas. Ce sera difficile. Je pense que les 10 prochaines années, on va vivre avec les écrans, nous-mêmes. Moi, je réussis malgré les écrans, parce que je suis beaucoup sur les écrans. J'ai réussi quand même à rentrer mon équilibre mental, de faire mon activité physique, de faire mon éducation, de faire tout ce que j'ai besoin. L'écran prend beaucoup de place, mais les choses essentielles, à la fin de la journée, ont été faites quand même. Donc, les écrans, les enlever totalement. Nous, on donne des trucs, bien entendu, le Wi-Fi, on coupe le Wi-Fi. C'est sûr, quand on mange, c'est pas une bonne idée d'avoir des écrans. Et bien entendu, dans leur chambre, quand ils sont en train d'étudier non plus. Des réactions, quelque chose? Oui? Ben, faut pas être en combat, faut être en éducation parce que c'est un combat qui est perdu d'avance. Les jeunes ont des appareils numériques de plus en plus tôt, en bas âge. Ça a été mentionné tout à l'heure. Ben oui. Donc, il faut vraiment être en éducation. OK. Bon, à partir de maintenant... Moi, Jean-Pierre, il y a un sport qui pour moi, qui est idéal pour les écrans, c'est la natation. Fait que tu peux pas avoir ton téléphone dans l'eau. Fait que tu es sûr pendant que tu nages 1 heure. Tu peux avoir une montre connectée, par contre. Comment? Tu peux avoir une montre connectée, par contre, d'où l'intérêt de s'en Ah oui, servir. mais... Ouais. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Brice, je crois que tu le disais tantôt, c'est une de tes champs de recherche, ça, les montres connectées, les appareils. Pourtant, pour faire du sport, c'est parfait, là? Ben, il y a des phénomènes de dépendance à la montre connectée qui apparaissent, la dépendance aux chiffres, le surentraînement ou le sous-entraînement, la dépendance aux chiffres absolue à l'adolescence qui apparaît. Donc ça, c'est un constat qu'on peut faire. L'idée, c'est de se dire que ça peut enrichir la motricité, connaître sa vitesse instantanée, avoir un programme d'entraînement, ça peut enrichir la motricité. Par contre, l'idée, c'est de ne pas en être dépendant et aussi d'apprendre à se connaître, donc de ne pas devenir anesthésié sensoriellement, c'est-à-dire de tout mettre dans la montre connectée en perdant ses sensations. L'idée, c'est en EPS de travailler sur une reconnexion à son corps, être capable de connaître ses efforts, de se connaître soi-même et d'utiliser la montre pour enrichir la motricité sans en être dépendant et sans être anesthésié sensoriellement. Et là, les enseignants d'EPS ont un rôle fondamental à jouer, me semble-t-il, tout comme les coachs également et tous les gens qui travaillent dans le sport. Très d'accord. Bon. Très d'accord. Oui. Ah oui, c'est Ben moi, j'aimerais ça savoir ce que M. Leclerc en pense. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, les montres connectées, en tant qu'éducateur physique? Nous, je vous dirais qu'on n'a pas tant utilisé à notre école les montres connectées. On travaillait plus avec les iPads, donc on utilisait de façon pédagogique les outils numériques. Puis dans un contexte pédagogique, dans un contexte où on va avoir une cible, une intention, puis accompagner les élèves, j'ai aucun souci. Comme un peu Pierre le disait, quand on sort de l'école, par contre, il faut faire l'éducation parce qu'à un moment donné, on disait que c'est un combat perdu d'avance, il faut faire beaucoup d'éducation. Puis quand on sort du contexte pédagogique, bien, il faut vraiment s'assurer que c'est soit parce qu'on l'utilise, c'est profitable à l'apprentissage, à l'enseignement, mais sinon, il faut tenter de réduire notre temps sédentaire. Puis encore là, on fait une différence entre temps sédentaire de loisirs, ou autant chez les parents ou chez les jeunes, quand ils sont devant un ordinateur en train de produire un travail. Mais Écoutez, je profite du fait que votre micro fonctionne là, pour nous relancer dans une autre portion de notre discussion, si vous permettez, concernant justement maintenant les solutions. On a parlé un peu du problème, on bouge, il y a une crise de l'inactivité au Québec, les écrans sont responsables pour beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, M. Leclerc, vous allez me dire, il faut augmenter des heures pour des cours d'éducation physique. Est-ce que je me trompe ou c'est ça que vous allez me dire? Ou que ce serait effectivement une bonne solution? c'est sûr que ce serait une bonne solution. Il y a 2 grands enjeux. On a le temps consacré à l'activité physique. Donc, le cours d'éducation physique, en soi, ça, c'est une discipline d'un cursus scolaire. Puis, les enseignants d'éducation physique travaillent avec l'activité physique. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a certains milieux qui n'atteignent pas les recommandations quotidiennes de 60 minutes. Et puis, quand on regarde avec un effet entonnoir, explication, démonstration, puis que le jeune se retrouve dans un cours de 75 minutes, mais qui en a profité pour 30-40 minutes, ça compte par semaine, il y a un enjeu de ce côté-là. Donc, on parle de compétences physiques, motrices, d'éducation à la santé, mais on voit les élèves une fois semaine. Alors, c'est sûr qu'on va parler d'augmenter le temps d'éducation physique. L'autre enjeu, c'est la qualité de l'intervention. Oui, plus, mais aussi mieux. Comment on travaille avec les jeunes?
de quelle façon on les motive, dans quel contexte on les place pour qu'ils aient du plaisir à apprendre, donc qu'ils soient motivés. On parlait tantôt de motivation intrinsèque. Donc, il faut placer les élèves dans des situations pédagogiques où on va faire de l'éducation, on va les emmener à être motivés, à avoir du plaisir. On va les évaluer pour... Je fais un clin d'œil à Pierre. On va les évaluer pour soutenir l'apprentissage et non pas juste pour mettre une note qui parfois est déconnectée. Donc, il y a tout un enjeu de ce côté-là. Mais un petit mot, M. Pro. Non, j'ai une question précise là-dessus. Parce que moi, j'ai appris ça, je pense que c'est en lisant le livre, là, ça m'a tellement étonné, cette histoire-là. Les commissions, est-ce que c'est des centres scolaires? Les centres de services scolaires et les commissions scolaires. Oui, mais qui décide combien d'heures vont être... Le ministère de l'Éducation. Oui, mais êtes-vous obligé de suivre ces recommandations? Tout à fait, oui. Mais pourquoi j'ai compris que dans certains centres scolaires, on ne le respectait pas? Il y a un minimum requis qui est prescrit Il y a au moins un dans la minimum loi de l'instruction publique, mais on peut bonifier en faisant des choix à organisation. OK. Ouais. Ben, moi, je rejoins ce que vous avez dit par rapport au plaisir puis au niveau de la motivation des jeunes. Là, c'est vraiment de là que ça part. Quand on a travaillé notre planification stratégique, ce qu'on appelle un plan d'engagement vers la réussite dans le centre de service, on a fait pour la première fois un sondage auprès des jeunes à savoir qu'est-ce qui les motivait à venir à l'école puis pourquoi ils voulaient venir à l'école. La première réponse, c'était leurs amis. Évidemment, là, on a sondé des adolescents dans une école secondaire. Puis les autres réponses, ça n'a pas été le cours de français ou de mathématiques ou peu importe le cours qu'ils suivent. C'était toute autre chose qui les fait bouger dans l'école, une activité qui pouvait des fois être artistique, sportive, un parascolaire, une activité d'heure du dîner. Donc, c'est vraiment ces choses-là qui motivent les jeunes. Puis lorsqu'on est capable de trouver les activités qui les motivent, ben ça leur donne du plaisir, ça leur donne le goût de venir à l'école, puis ça les met dans des situations dans cette semaine de la persévérance scolaire, et de la réussite. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on se doit de travailler. C'est dans le plaisir d'abord et avant tout pour susciter la motivation chez les jeunes. OK. Donc, la solution, est-ce que ça passe par les écoles, Brice? Est-ce que c'est là qu'il faut mettre l'accent en tout premier lieu? Je peux pas répondre à ce qu'il faut en premier lieu. Ce qui est certain et ce qui ressort bien dans l'ouvrage, je trouve, qui est vraiment bien expliqué par les deux auteurs, c'est ce qu'on a dit au début. Hein, c'est qu'on ne peut pas apprendre le problème uniquement par un bout de la lorgnette, mais ça prend des infrastructures qui permettent aux enfants d'être actifs, ça prend du transport actif pour aller à l'école, ça prend des municipalités qui s'intègrent dans une démarche de mode de vie sain et actif, ça prend un gouvernement qui met de l'argent sur cet aspect-là. Ils ont bien expliqué dans l'ouvrage qu'il y a des gouvernements, en fonction des différents pays, qui mettent plus ou moins d'argent, plus ou moins d'investissement dans des infrastructures qui permettent aux gens de bouger. Il ne suffit pas d'avoir l'envie de bouger, il faut aussi également pouvoir le faire. Et on se rend bien compte que là, on revient sur un problème d'inégalité sociale. Les enfants issus des quartiers défavorisés sont les enfants qui n'ont pas accès à des endroits où pratiquer. Et ça, c'est un problème de politique publique qui est nommé dans le livre et qui me semble très important. Deuxième chose, sur la question de diminuer le temps de sédentarité, augmenter le temps d'activité physique. En éducation physique, c'est pas notre unique rôle. Le rôle de l'éducation physique, c'est pas de faire bouger les gens, c'est de faire apprendre. D'accord? Et on suppose qu'en apprenant une habileté motrice, en apprenant un sport, en apprenant un moyen d'action, en apprenant à coopérer avec les autres, on va donner le goût de la pratique d'activité physique à long terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que l'éducation physique n'est pas là que pour faire bouger les enfants, sinon on serait remplaçable par n'importe quel intervenant sportif. Le but, c'est de faire apprendre. Donc c'est aussi un endroit dans lequel le fait de bouger n'est pas l'unique motivation, on en a d'autres, qui est donc de faire apprendre sur le plan moteur, sur le plan social et sur le plan méthodologique. C'était les deux points que je voulais dire. OK. Si vous permettez, je vais aller à Jean-François, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas entendu, Jean-François Harvey, justement. Comment vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre? Ben oui. Alors, premièrement, c'est sûr que l'école, c'est un endroit clé pour bouger. En même temps, on ne peut pas faire porter tout le fardeau de faire bouger les jeunes par les profs d'éducation physique. Dans le livre, on a tenu vraiment à souligner l'importance des éducateurs physiques et à montrer que c'est pas juste des animateurs qui font bouger, mais bien des éducateurs. Et aussi, on voulait vraiment faire ressortir que c'est une matière qui est aussi importante que n'importe quelle autre matière dite académique. Et pourtant, c'est encore une matière qui est encore considérée comme une grande récréation et très secondaire et pas si importante. Et il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui cherchent à diminuer les heures et en arts plastiques et en éducation physique si possible et à mettre plus d'importance sur les matières dites académiques.
Ensuite, on fait ressortir aussi le fait qu'il y a des écoles où ils pratiquent 1 heure d'éducation physique par jour depuis longtemps, comme par exemple l'école Pierre de Coubertin dans Montréal-Nord, qui depuis 1984 fait ça, avec des super bons résultats, avec un bon engagement des jeunes. Et donc, c'est quand même assez bien démontré que 1 heure d'éducation physique par jour, il y a des aussi bons résultats scolaires et il y a moins de décrochage, il y a un super bon engagement des jeunes. Maintenant, on n'est pas utopique, on est réaliste, on ne cherche pas à être trop idéaliste, on ne s'attend pas à ce que le ministère de l'Éducation demain matin mette 1 heure d'éducation physique par jour dans toutes les écoles, ça n'arrivera pas, je suis désolé. Et là, donc, l'idée, c'est après ça, c'est de trouver toutes les stratégies pour arriver à bouger aussi à l'école, parce que comme m'a dit Brice, on ne peut pas compter juste sur les cours d'éducation physique pour bouger, parce qu'il y a une partie d'éducation là-dedans aussi, puis un cours d'éducation physique d'1 heure égale pas 1 heure de mouvement chez le jeune. Et donc, après ça, il y a d'autres stratégies, et entre autres, Brice l'a mentionné, le transport actif, ça peut être des pauses actives entre les différents cours, comme par exemple, ils font en Finlande, où ils font des pauses actives de 15 minutes entre chacun des cours. Alors, si on revient à l'objectif de bouger 1 heure par jour, si on fait juste ajouter un peu de transport actif, puis on met des pauses actives entre chaque cours, puis on rajoute un peu de mouvement durant l'heure du midi, puis des cours d'éducation physique, normalement, on devrait approcher 1 heure de façon assez simple. Et pourtant, quand on regarde les différentes études qui sont faites là-dessus, il y a 1 jeune sur 5 seulement qui arrive à bouger suffisamment selon les besoins. Et quand même, on est loin du compte, là, présentement. 1 jeune sur 5, je ne sais pas si c'est frappant, ça, comme chiffre, comme statistique. Elisabeth, voudriez-vous réagir face à ça? Oui, en fait, j'irais même dans le même sens que M. Harvey, un petit peu, là, dans le sens où il y a toute la question du contexte dans lequel les enfants vont vivre, face à quoi on va les mettre, devant quoi on va les mettre aussi dans la vie de tous les jours, même dans les opportunités de bouger qu'on va leur donner. Puis je pense, je vais vous amener sur un autre point, mais je pense que ça va aussi dans le contexte que les parents vont offrir à l'enfant, dans le sens où est-ce que, même dans la vie de tous les jours, on est quand même dans l'automatisation de beaucoup de choses. Si on va, par exemple, au centre commercial, on va arriver, les portes s'ouvrent toutes seules, on va prendre l'escalier roulant, la toilette s'envoie toute seule, le robinet s'ouvre tout seul, tout se fait tout seul pour nous, on n'a plus besoin de bouger presque pour rien faire, tout se fait à notre place. Donc, c'est un peu dans les contextes ou dans les choix, par exemple, que le parent va donner l'exemple à son enfant, dire on va prendre l'escalier au lieu de prendre l'escalier roulant, au lieu de prendre l'ascenseur, par exemple. C'est une petite occasion, mais c'est une occasion de plus de bouger, c'est une occasion de plus d'être actif. Donc, un peu comme dans l'ensemble de la sphère des choix auxquels le parent va faire face avec son enfant, puis c'est d'influencer à prendre ces choix-là pour avoir un mode de vie actif, en plus des déplacements actifs ou dans la vie de tous les jours, je dirais. Là. OK. Jean-Pierre, ce qu'on observe, là, c'est qu'au primaire, sur le terrain, je pense qu'ils relèvent pas mal au niveau qu'on voudrait bien. Les enseignants font un travail exceptionnel. On est dans le développer des compétences, développer leurs habilités. On est dans l'inclusion. Je n'ai rien à reprocher presque au primaire au Québec. Vraiment, il y a une remise à niveau là, dans les 15 dernières années phénoménale. Où le bas blesse, c'est dès l'entrée au secondaire. Et là, justement, on rentre dans la période où le jeune commence à se développer. Le regard des autres, c'est très important, la comparaison entre les autres. Et c'est là que les systèmes, et là, on ne parle pas des éducateurs, parce que c'est pour ça que nous, dans le livre, on demande 2 heures de plus en éducation physique au secondaire par semaine. Ils n'en ont pas assez pour continuer à faire leur travail d'initiation à différentes disciplines, différents sports, pour intéresser les jeunes à finalement développer des compétences et, bien entendu, arrivera par la suite toutes les organisations collatéraux autour qui sont là pour venir offrir leurs services, que ce soit les clubs, les fédérations. Mais je trouve qu'on ne donne pas assez de temps à nos éducateurs au secondaire pour bien finir le travail, amorcer au primaire. Il y aurait au moins 2 ans de travail à faire encore, jusqu'au temps que la jeune fille atteint sa maturité à 14 et le garçon à 15, pour ensuite peut-être les faire entrer dans des systèmes qui viennent faire la suite des choses. Pour l'instant, selon moi, c'est ma vision des choses sur le terrain. Ce qui est fait au primaire devrait être poursuivi de la même façon en secondaire 1 et 2. Par la suite, je pense qu'on appelle ça mutualisation des services pour venir aider finalement ces jeunes à atterrir sur des pistes d'atterrissage dans les milieux défavorisés. L'État devrait financer massivement tous les sports d'inclusion qui sont beaucoup plus facilement accessibles aux jeunes qui sont défavorisés dans les milieux. Mais ce n'est pas le cas. Présentement, c'est les parents qui ont les moyens, qui eux, par la suite, prennent la relève, disent merci les enseignants, l'école. Maintenant, j'ai trouvé mon système parallèle et là, on spécialise le jeune et on le voit décrocher après secondaire 5. On les connaît, les phénomènes. Donc, nous, c'est pour ça que l'éducation, pour nous, c'est primordial. Autant chez les écrans, autant chez l'activité physique, tout va passer par l'éducation. Il y a Brice qui voulait intervenir, je crois. Ouais.
Ouais, juste pour 2 petits points. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Pierre vient de dire, très, très intéressant. Puis dans l'ouvrage, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a des propositions concrètes pour éviter la spécialisation hâtive trop tôt, viser une polyvalence sportive, donc c'est bien expliqué, jusqu'à quel âge, etc. Donc c'est vraiment des données très intéressantes qui, moi, qui vont dans le sens de ce que vient de dire Pierre et qui sont super intéressantes. Il y a 2 choses qui, moi, m'intéressent en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'ancien enseignant d'éducation physique et comme formateur, maintenant au département des sciences de l'éducation. C'est quand on insiste sur le fait de faire bouger les élèves, donc sur les transports actifs, sur les pauses actives, on se dit que c'est bien, ils vont faire 1 heure d'activité physique. Mais quel est le sens qu'ils mettent derrière tout ça? Est-ce que vraiment ils prennent du plaisir là-dedans? Est-ce qu'ils ne font pas ça par obligation? Donc on peut vraiment se poser la question du plaisir qu'il y a derrière le simple fait de bouger pour bouger dans des pauses actives. Il y a beaucoup de travaux qui parlent du plaisir des élèves. Et est-ce qu'il y a vraiment plaisir dans le fait de bouger sans rien apprendre? Est-ce qu'on peut réellement développer une joie de quelque chose à l'activité physique sans avoir appris à maîtriser une activité physique sur du long terme? Les questions se posent. Et en tout cas, c'est les débats qu'il y a en pédagogie sur les pauses actives et les transports actifs. Alors même si on est d'accord sur le fait que ça fait augmenter le niveau global d'activité physique, puis ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. La deuxième chose, c'est sur la question de la responsabilisation des familles quant à l'activité physique de leurs enfants. À avoir un discours qui porte la responsabilité sur les parents, c'est un discours qui peut être responsabilisant et culpabilisant sur des familles qui n'ont pas forcément les conditions pour faire ça chez leurs enfants. Par exemple, quand on prend une famille qui travaille 70 heures semaine, qui travaille 50 heures semaine et qui doit en plus avoir la charge et la responsabilité de trouver des activités pluridisciplinaires pour son enfant, on peut se poser la question de la faisabilité et est-ce qu'on n'a pas un discours culpabilisant et trop responsabilisant chez les familles? C'est des travaux qui existent en sociologie. Et il y a beaucoup de travaux sur le poids de la culpabilisation, notamment des mères de famille qui portent le poids de la gestion du foyer et de la gestion et de la culpabilité de ne pas réussir à faire d'activité physique aux enfants. Et puis ça, il y a des témoignages. Et ce discours qu'on a là, surplombant sur la responsabilité des familles, peut être culpabilisant, notamment chez les mères de famille qui sont responsables de ça. Non, c'est drôlement intéressant parce qu'effectivement, à force de se faire dire, on peut se sentir coupable également. C'est peut-être pas la bonne formule. Je pense que vous aviez quelque chose à ajouter, Christian, là-dessus. Tantôt, on parlait d'équipe. Je pense qu'il faut revenir à cette communauté, à ce fameux village qui se préoccupe de l'activité physique des enfants. Puis qu'on puisse arriver à jouer chacun notre rôle. On a chacun des rôles, qu'on soit camp de jour, qu'on soit le milieu municipal, les enseignants d'éducation physique, les intervenants sportifs. On doit bien jouer notre rôle et on se doit surtout aussi se concerter éventuellement pour arriver à se mobiliser. Sans concertation, comment on peut penser à agir au niveau social, au niveau politique, au niveau terrain? L'autre élément pour lequel on parle depuis tantôt, on parlait de faire bouger et être actif. Je me suis intéressé beaucoup à ce qu'on appelle l'agir compétent. C'est un terme qu'on retrouve beaucoup chez les conseillers pédagogiques. Puis moi, je l'ai appliqué aux élèves. L'agir compétent, c'est 3 choses. Puis ça va nous amener à remettre en perspective le faire bouger. L'agir compétent, c'est c'est le pouvoir agir. Est-ce que j'ai la possibilité d'agir, les installations, les infrastructures, les heures accessibles, donc le pouvoir agir. L'autre élément, on en a parlé tantôt, la motivation, c'est le vouloir agir. Est-ce que je veux agir? Est-ce que j'ai le goût? Et là, c'est la notion de motivation et de plaisir qui va rentrer en ligne de compte, qui va nous amener à vouloir faire ce premier pas. Puis il faut emmener... Les jeunes sportifs, là, c'est déjà facile. Ils ont déjà le vouloir. Là, ils veulent y aller. Comment on travaille avec les jeunes démunis, ceux qui l'ont pas facile, qui ont des difficultés, qui n'ont pas cette habitude de vie-là? Donc, il faut travailler sur ce vouloir agir-là et il faut travailler sur la motivation intrinsèque. Puis le 3e élément, c'est le savoir agir. Est-ce qu'en voulant constamment, puis oui, il faut faire bouger les jeunes, mais qui veut faire bouger les jeunes? Le gouvernement, les professeurs, mais les jeunes, ils veulent pas, fait qu'on est là puis on pousse derrière. Moi, c'est l'image que j'ai constamment quand on parle du faire bouger, qui est important, mais comment on peut mettre en place tous ces éléments-là pour faire bouger les jeunes, mais comment on peut travailler aussi sur, le savoir agir du jeune et son vouloir agir, sur la motivation intrinsèque qui va être déterminante, et là, on relève, et je termine en disant, et là, on remonte dans les théories de l'autodétermination. OK. Bon, Pierre, un mot à dire là-dessus, puis après ça, je nous amène ailleurs. Oui, bon... Ce qu'on a pu observer en parlant avec des chercheurs de l'Université de Montréal,
spécialiste des jeunes en très bas âge. Donc, les mouvements de Lebeau se développent, donc lancer, botter, frapper, cubuter. Ces mouvements qui sont essentiels, qui est la base même de tous les mouvements qui vont suivre par la suite. 80% se développent avant 6 ans. Donc, on n'est pas encore à l'école. On est chez les parents. On est en service de garde. Et l'enfant qu'on interdit, parce que comme on l'a vu à Montréal la semaine passée, c'était interdit d'aller à l'extérieur parce qu'il y avait de la glace. Tandis qu'à Saguenay, on en profite pour les faire sortir quand il y a de la glace, pour développer justement leur mouvement de Lebeau. Ou ici, on oblige les buttes de neige, tandis qu'à Montréal, on les enlève. Donc, ce qu'on est en train de produire, c'est que des jeunes qui vont arriver dès le début de leur primaire, puis Mario Léoné l'a très bien démontré par son étude, la même étude qui a vérifié la condition physique des jeunes, le jeune se perçoit dès la première année comme inhabile en sport. Il fait déjà des choix un peu contre l'activité. Donc, son parcours sera contre l'activité. Donc, ça a déjà débuté avant 6 ans, le problème. Et là, on arrive avec des enseignants d'éducation physique qui essayent de rattraper et qui amènent l'inclusion, enfin, puis, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, l'approche est extraordinaire. Et par la suite, où le bas blesse, je répète, on en parlait tout à l'heure, c'est l'entrée au secondaire. Donc, c'est là, selon moi, qu'un travail à faire important au début du secondaire et, bien entendu, avertir au plus vite les CPE que, bien entendu, les mouvements de Lebeau sont hyper importants. Il faut aller à l'extérieur, il faut faire jouer les jeunes, il faut qu'ils prennent des risques, il faut qu'ils grimpent, il faut qu'ils culbutent, il faut qu'ils lancent, il faut qu'ils bottent. Et si vous ne le faites pas, il n'y a aucun problème, mais quand l'enfant rentrera dans son processus d'éducation, il sera déjà inhabile. Puis moi, je suis souvent parent, votre enfant, on dit inhabile dans le sport, mais moi, j'ai un autre terme qui dit il sera toujours imbécile dans les sports. Ça, les parents allument là-dessus. T'sais. Oui, on allume, mais c'est choquant. Oui, on veut les choquer un peu. OK. Maintenant, si vous permettez, on va aller dans le cœur de votre ouvrage, là, dans la clé de cet ouvrage-là. C'est ce qui a fait tout un débat au Québec jusqu'à maintenant, l'histoire de la performance. La performance, la compétition, développer des élites, puis oublier tout le monde en cours de route. C'est un peu votre message. C'est ça que vous voulez dire. Vous l'avez tous lu, le livre. Vous savez tous quelle est l'importance de ce message-là. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce... Avant de demander aux deux auteurs, j'aimerais ça savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'effectivement, on favorise trop la performance, puis la compétition, on veut développer des élites, puis on laisse du monde en cours de route là-dessus? Vous, au centre de service scolaire, M. Pau, je oui, il y a la volonté politique, mais il y a la volonté de démocratiser le sport, parce que on fait du sport pour une infime partie d'une manière spécialisée pour des élèves qui sont en sport-études, mais combien d'élèves pourraient en profiter? Il faut réussir à démocratiser ça. Puis quand on veut travailler avec les jeunes pour les faire bouger, il faut réussir à intégrer à l'horaire quotidien ces périodes-là, puis pas nécessairement spécialiser. Donc, il faut réussir peut-être à travailler dans des sports-études qui sont avec des multisports. On a plusieurs mandataires qui pourraient s'allier ensemble pour faire goûter à plusieurs disciplines à des jeunes. Puis ces sports-études-là, bien, pourquoi on ne les ouvre pas à tous les jeunes qui voudraient aller passer du temps là? Le ministère actuellement demande à toutes les écoles du Québec là, de passer d'ici 2027 à 75% des élèves qui vont vivre un projet pédagogique particulier. Au centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay, on est à 50% actuellement. Puis notre cible, ce n'est pas 75%, c'est que 100% de nos élèves puissent vivre un projet pédagogique particulier, qui soit artistique, sportif et qui se soit intégré à leur horaire. Actuellement, il y a des volontés politiques qui pallient, mais sont perceptibles, ces volontés politiques-là, en termes de mesures financières, entre autres pour des mesures pour faire du parascolaire, donc après l'école ou sur l'heure du midi ou en dehors des heures de cours. Mais qui va au parascolaire? Ce sont encore nos mêmes élèves. Tant qu'on ne réussira pas à intégrer à l'horaire quotidien et à démocratiser à tous les élèves en difficulté ou pas en difficulté, qui font déjà du sport-études, des périodes d'activité sportive, on va être encore dans la même veine. Donc, ce changement-là, il est en train de s'opérer tranquillement avec des volontés politiques au niveau des projets pédagogiques particuliers, puis au niveau de notre centre de service aussi. Donc, c'est ce qu'on essaie de travailler pour rendre accessible. Puis, dans la volonté politique, on l'a effleuré tout à l'heure, mais il y a tout le développement des infrastructures pour répondre aux besoins. Parce que la journée qu'on va avoir tous ces jeunes-là qui vont bouger en même temps, il faut être capable de répondre aux besoins au niveau des infrastructures. Ça, on a parlé brièvement, mais oui, on a du travail à faire de ce côté-là aussi. Au moins, on constate qu'il y a une volonté, d'après ce que vous venez de nous dire, justement. Élisabeth Martin, à ce sujet-là. Oui, bien, je pense qu'il y a encore une portion de la mentalité où on veut développer des athlètes en les faisant pratiquer un seul sport le plus souvent possible et
par la répétition un peu. On veut qu'ils se développent par la répétition d'un seul et même sport. Mais il faut penser aussi à l'après, à tout ce qui se passe après la carrière sportive de ces jeunes-là, en fait, où il y a peut-être des nuances à apporter. Puis on parlait de modèles multisports, par exemple, où est-ce qu'on va aller développer différentes qualités chez un athlète, mais qui va être capable, après ça, de les réinvestir dans son sport, dans le sens où est-ce que, après son secondaire, par exemple, après son parcours au secondaire, après son passage au secondaire, un athlète, par exemple, qui va avoir pratiqué le même sport, mais qui n'aura pas développé ses capacités à courir, à attraper un ballon, à lancer quelque chose, ben, quand il va arriver rendu au cégep où il va être plus autonome, il va devoir aller faire de la pratique d'activité physique avec ses amis, ben, est-ce qu'il va continuer d'y aller? Est-ce qu'il va rester actif? Ou parce qu'il n'aura jamais appris à botter un ballon ou à courir parce qu'il s'est spécialisé dans un seul sport tout au long de son secondaire, ben là, il va peut-être se retenir d'aller jouer avec ses amis ou de continuer de socialiser en ce sens-là, rendu au cégep, rendu à l'université, parce que justement, il n'a pas développé ces capacités-là pendant son secondaire. Chose qui aurait pu être bénéfique pour sa performance, plutôt que de le faire un seul et même sport pendant tout son secondaire. On développe ses capacités, puis après, ça lui permet d'améliorer ses performances dans son sport, mais également de perdurer dans l'après. Fait que c'est un peu de sensibiliser aussi à ce qui se passe après le secondaire. Rendu au cégep, à l'université, quand il n'y a plus de cours d'éducation physique, quand il n'y a plus de programme de sport organisé, puis là, le jeune doit être autonome dans sa pratique sportive, mais est-ce qu'il est apte, par exemple, à aller sortir jogger avec ses amis? Est-ce qu'il a pris cette habitude-là de sortir courir avec ses amis, d'aller jouer au soccer pour le plaisir? Ou il a fait un seul et même sport? Fait que c'est un petit peu dans la sensibilisation de tout ce qui va se passer par après aussi, puis ça me ramène, on parlait de multisport aussi, puis ça me ramène un peu à la distance entre la théorie et la pratique que je parlais au départ. Il y a des documents super intéressants qui sont sortis au niveau du gouvernement, même qui ont une étude qui a été faite par le gouvernement qui date de 2019, fait que c'est quand même encore assez récent, sur les différents programmes sport-études multisports au Québec, puis les données en fait qu'il y a dans ces sports-là, puis différentes propositions encore là vraiment intéressantes de combiner 1, 2, 3 sports en fait ensemble pour que le jeune dans son programme sport-études, par exemple, il peut faire du hockey pendant la saison de hockey, pendant la saison, mais après ça, pendant l'été, par exemple, il peut aller jouer au golf, il peut aller jouer au soccer, il peut faire plein d'autres sports qui vont l'aider à se développer, mais avec des habiletés complémentaires, en fait. Donc, il y a plein d'études comme ça qui sont faites, puis là, on devrait aller les appliquer, on devrait les appliquer directement sur le terrain, puis voir justement comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans nos programmes en offrant plus qu'un sport, justement. Bon, Christian Leclerc, là, vous êtes interpellé, encore une fois. Vous êtes donc bien interpellé, vous, ce soir. Chacun son tour. On parlait de performance. Oui. Est-ce qu'il y a un problème à viser la performance le niveau élite? Ce que je trouve, c'est là, je suis autant partagé, mais ce que je trouve, c'est qu'on vient souvent mettre en opposition spécialisation, diversification, performance, mais l'enjeu, là, on sait que quand l'équipe canadienne est championne, ça soulève, ça inspire des nations de spectateurs. On veut aussi qu'ils puissent passer à l'acte, mais je me dis, tout est une question de dosage pour le bon moment. Il y a un bon moment pour penser à performer. Parce que puis il y a un bon moment pour penser à devenir un athlète élite, pour atteindre les hauts niveaux. Ce que je trouve, c'est par rapport à l'âge. Hein, on parlait de spécialisation. Puis le système sportif, quand on regarde le développement à long terme de l'athlète, on reconnaît sur Sport Canada que notre système sportif présente des lacunes. Puis c'est notre système sportif actuellement qui encourage la spécialisation par le nombre de victoires, par les subventions accordées justement aux athlètes qui sont identifiés. Donc on se retrouve dans un système sportif qui encourage la spécialisation. On a commencé aussi à faire du marketing sportif. Quand on a commencé à faire la promotion de Tiger Woods, 4 ans, hein, on a tous voulu commencer... Lisa Williams. Exactement. On a tous voulu commencer rapidement en bas âge à faire de nos enfants des champions. Puis le concept qu'on parle de plus en plus sur le terrain, on parle de plus en plus des enfants trophées. Hein, puis notre fameuse retraite. On investit dans notre future retraite. Le système sportif, il y a un enjeu sur le système sportif que Pierre a bien adressé par rapport à un nouveau modèle québécois. Puis l'enjeu de la performance, c'est à quel moment c'est approprié de le faire, considérant charge d'entraînement, charge de compétition, capacité de récupération de l'enfant. Okay. Ça, il faut s'y intéresser. Mais je vous pose la question parce que sport-études, là, on fait quoi avec ça? On arrête? On continue? Il faut maintenir le sport-études? Vous en pensez quoi précisément? OK. Ce que je pense, c'est qu'il y a un âge approprié pour commencer un sport-études. Mon projet de recherche portait là-dessus, sur la spécialisation. Ouais. Les recommandations qui en sont sorties, c'est un sport-études, c'est pas avant secondaire 3. Actuellement, c'est... Tout secondaire 1 puis primaire. Oui, c'est illégal au primaire, mais il y a des endroits qu'on a tronqués pour faire un sport-études primaire. Spécialisation,
ça devrait être illégal, c'est interdit. Puis en secondaire 1 et 2, ce qu'on recommande encore, c'est facilement une approche multisport de 3, 4, 5 sports. Bien dosé, parce qu'une diversification sportive de 5 sports dans une année, on peut se retrouver en surentraînement quand même. OK. Donc, la spécialisation commencerait à ce moment-là à partir du secondaire 3. OK. J'ai une petite question. Mais on parle de programme sport-études, mais par exemple, on parle du format sport-études ou juste le multisport versus la pratique sportive spécialisée, par exemple. Donc, en secondaire 1-2, il pourrait être dans un programme sport-études, mais multisport, puis spécialisé juste vers secondaire 3 ou Exactement. complètement pas de... Exactement. D'ailleurs, il y a des exceptions, la gymnastique, tous ces sports où on doit commencer plus tôt. Là. Mais en général, on l'a vu, c'est à peu près 97% des sports qui sont des sports à développement tardif. Mais on est l'endroit au monde où on se spécialise le plus tôt. Pas les Canadiens, les Québécois. Donc, on est pris une tangente dans les dernières années qui, là, maintenant, il y a une étude d'ailleurs qui a été faite au Nouveau-Brunswick, Jean-François pour en parler, avec un enseignant, rattaché à l'Université de Sherbrooke aussi, un chercheur, qui suit 1000 élèves depuis le début du secondaire, un groupe multisport, un groupe monosport, donc spécialisation. Et là, maintenant, ça ferait, je pense, une douzaine d'années qu'il les suit. Ils sont devenus adultes, ils sont plus à l'école. Et aujourd'hui, le groupe qui était multisport sont la grande majorité encore actifs. Et le groupe qui était monosport, la grande majorité ne font plus de sport. Donc, on a des études maintenant. On se dit, OK, on sait que spécialisé, à la fin, l'enfant manque d'outils dans son coffre. Tu l'expliquais très bien tantôt. Ce qu'ils veulent, ce qu'on veut, c'est que la personne soit active toute sa vie. Et les jeunes sont mal équipés. Et oui, quand on rêve à l'olympisme hein, et à des championnats du monde, je comprends ça, là. Mais c'est souvent un rêve de la famille ou d'une société. Et tout ça est mis en valeur. Et moi, ça me désole à chaque fois. Je ne suis pas contre la spécialisation, je ne suis pas contre la performance, au contraire, j'en suis un. Je fais encore des compétitions, mais je suis du même avis, Christian, au bon moment. Et maintenant, on connaît la ligne, on sait à peu près où la mettre, la ligne. Ce consensus, il devrait être fait avec les éducateurs, le système d'éducation, les organismes comme le RSEQ qui, eux, viennent dans les écoles spécialisées très tôt, parce qu'une jeune fille qui joue du volleyball secondaire 1, 2, 3, 4, 5, qui, dès son entrée au cégep, qu'est-ce qui se produit? Elle n'a pas le niveau du cégep parce qu'ils prennent seulement une équipe. 80% des jeunes filles qui ont joué au volleyball dans les écoles secondaires autour devront abandonner le sport, et c'est ce qui se passe d'ailleurs à Chicoutimi, validé sur le terrain par des jeunes que j'ai vus, qui ont seulement une compétence dans leur coffre. Pourtant, ils ont joué un système où les parents étaient convaincus que leur enfant soit actif pour la vie, mais l'enfant avait seulement une compétence dans son coffre. Eux, ce qu'ils veulent, moi, ce qu'on suggère, c'est donner plus de temps à nos éducateurs physiques, d'augmenter le nombre de compétences, aller chercher des champs d'intérêt. Et la mutualisation, là, les fédérations peuvent venir dans les écoles, le RSEQ également, offrir plein de trucs intéressants pour les jeunes et il fera son choix. Par la suite, ce jeune-là, on sait que si après le secondaire 5, il est tanné ou il est blessé, ben il y aura d'autres pistes. Il sort, même s'il a nagé toute sa carrière au secondaire, ben il pourra faire du ski de fond parce qu'il a développé les sports de glisse. Il pourra faire aussi un sport terrestre. Donc, le problème, c'est que des jeunes ont seulement une sphère de compétences, tandis qu'il y en a 4 à développer, et ça amène des gros problèmes. Maintenant, on connaît la recette, puis il reste juste à se mettre ensemble, puis l'appliquer. En tout cas, ça semble faire pas mal de consensus autour de la table. Là. Puis là, on va voir du côté de Brice maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, le consensus... non, je ne vais pas le dire sur fun. Ça. Non, le consensus, évidemment, il y a beaucoup d'études. À la fois, donc là, on a incité sur le dimension santé publique. Donc le jeune qui se spécialise, qui derrière, si le sport s'arrête, qu'est-ce qui lui reste comme possibilité de bouger? On a le point de vue santé publique, mais on a aussi des études sur la performance même. Hein. Les jeunes qui performent à haut niveau, bah, on sait aussi que c'est ceux qui ont une diversification sportive quand même plus jeune. Donc Pierre et Jean-François le redisent dans l'ouvrage. Ils notent aussi que sur la dimension performative, ça va aussi dans ce consensus-là. Donc, je pense que tout le monde est d'accord sur ce sujet-là. Ce qu'a dit Christian, je pense qu'il y a vraiment, il faut clarifier le débat entre spécialisation, polyvalence et l'expérience de performance. Je pense que c'est vraiment capital. Sur spécialisation, polyvalence, bon, ça, on est d'accord. Il y a même des études qui s'intéressent au temps que les jeunes sportifs qui vont devenir des sportifs de haut niveau ont à leur disposition. Il y a une étude qui est sortie à l'INSEP, par exemple, en France, l'Institut national pour la performance, où on mesure un peu le temps que les jeunes ont de disponible en dehors de leur activité physique, qui est un travail quasiment,
Et le temps scolaire, il leur reste très peu de temps en fait pour pouvoir vivre une vie amoureuse, une vie adolescente, une belle vie tout simplement. Donc il y a des études aussi qui montent là-dessus pour aller encore plus dans le consensus. Maintenant sur l'aspect performance, moi je considère, et puis on est plusieurs à considérer, que la performance c'est une expérience parmi d'autres des expériences que promeut l'activité physique. Si on part d'une définition, je vais utiliser un mot phénoménologique, donc du point de vue des gens qui font de l'activité physique, on peut vivre une activité physique avec différents types d'expériences. Ça peut être la complicité avec le milieu naturel, donc en ski de fond, Pierre prend beaucoup l'exemple de en ski de fond, la connexion avec le milieu naturel, la collaboration en volleyball avec ses coéquipiers. La performance est une expérience de l'activité sportive, une expérience qui fait culture entre nous. Et nous, on pense en éducation physique que l'idée, c'est de faire vivre à l'élève, tout au long de son cursus scolaire, différents types d'expériences pour miser sur le fait qu'à un moment donné, l'élève va rencontrer une expérience, un fragment du monde qui va lui parler, qui va résonner, comme j'utilise le mot résonance en référence à un sociologue, Hartmut Rosa, une expérience qui va lui marquer, qui va lui faire plaisir et qui va potentiellement faire tout au long de sa vie. Pierre a été compétiteur, il a rencontré le sport par la compétition et c'est ça qui l'a permis de continuer. Donc nous, on pense que la performance, c'est pas à exclure totalement de l'éducation ou du champ de l'activité physique, par contre de la considérer comme une expérience parmi d'autres, à faire vivre à l'élève, nous paraît une expérience à vivre. On a, pour ceux qui ont vécu des sports collectifs, le trajet en bus pour aller jouer un match de hockey ou un match de soccer, ça fait culture, c'est une expérience culturelle qui peut aussi nous donner le goût de l'activité physique. Donc, à l'instar de ce qu'a dit Christian, je pense qu'il faut vraiment séparer dans le débat entre spécialisation, polyvalence et l'expérience de la performance pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. OK, bien. On va aller voir Jean-François maintenant. En tout cas, un petit bout de temps qu'on ne vous a pas entendu, Jean-François Harvey, à ce sujet-là maintenant. Oui, ce qui est intéressant, c'est que avec les feedbacks qu'on a eus du livre, qui ont été très bons majoritairement, mais je suis content. Puis, une des choses qui revenait, c'est qu'il y a des personnes qui en fait, on se rendait compte qu'ils n'avaient pas lu le livre, qui avaient l'impression qu'on était contre la performance, mais il suffit de lire le livre pour se rendre compte que pas du tout. En fait, on pense même qu'un nouveau modèle comme ça peut permettre d'avoir encore plus de performance. Et on prend par exemple la Scandinavie, où si on prend spécifiquement, disons, la Norvège, arrive année après année et Olympiade après Olympiade d'hiver premier, et avec une approche vraiment inclusive, très accessible, et avec aucune compétition avant l'âge de 13 ans. Et pourtant, ils performent à fond. Alors, on n'est pas en train de dire que non, il faut jeter la performance. C'est pas ça du tout. Et effectivement, ça peut être une expérience hyper intéressante. Je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Moi, ma vie a été changée quand j'ai gagné le cross-country régional en 5e année du primaire. Et là, à ce moment-là, voilà, j'étais champion de la région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est fou, je ne pensais qu'à ça. Oui, mais j'étais le seul qui avait gagné. Et sur 300, je ne suis pas sûr que c'est tout le monde qui a vécu cette expérience-là. Donc, par définition, il y a le fait aussi que le sport, à la recherche de médailles, va récompenser les meilleurs. Et quand on pense santé publique aussi, et qu'on commence à comparer les jeunes à un âge très peu avancé, et là, on se retrouve avec une majorité de jeunes qui, eux, ils vivent pas une très, très bonne expérience. Alors, il y a ça à considérer. Et l'autre chose par rapport à toute la spécialisation, c'est que plus on spécialise jeune, plus on met de pression sur le jeune, plus on va le fixer dans son corps, dans sa mentalité, dans un sport seulement. Et les études montrent qu'il y a plus de risques de blessures, il y a moins de plaisir, il y a plus de pression, il y a plus de décrochage du sport. Et en bout de ligne, le jeune il est moins outillé aussi. Il y a un coffre à outils beaucoup moins développé que le jeune qui a tenté plein d'expériences. Okay. Donc, l'idée, dans le fond, qui se dégage, c'est que durant la petite enfance et l'enfance, on va vraiment chercher à amener un maximum d'expérience aux jeunes pour l'amener dans différents environnements, faire des sports d'hiver, du ski, des sports de glisse, des sports de terre, des sports d'équipe, des sports individuels, des randonnées pédestres, toutes sortes de choses, pas juste des sports organisés, juste bouger de toutes sortes de manières possibles. Et là, quand il arrive à peu près au milieu du secondaire, comme disait Christian, le secondaire 3 dans ce point-là, s'il trouve qu'il est bon dans un sport puis qu'il est passionné dans un sport, let's go, vas-y mon gars, vas-y. C'est juste que le sport-études, présentement, le modèle
où là, disons qu'on commence en secondaire 1, et partant du fait qu'il faut que le jeune, déjà, il soit très bon dans le sport pour être accepté dans le sport-études, et partant du fait aussi que le coût moyen d'un programme de sport-études au Québec en 2017-2018 était de plus de 5 000 par année, et ça, c'est sans compter l'équipement, les compétitions et compagnie. Ben, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que ce modèle-là est très peu accessible et très peu inclusif, et en plus, amène toutes les autres caractéristiques dont on parlait. Donc, d'un point de vue de santé publique, c'est vraiment pas gagnant. Et d'un point de vue même de performance, c'est vraiment pas gagnant non plus. Donc, on pense qu'en modifiant l'approche, on peut, avoir des effets positifs sur la santé publique et en plus, en même temps, sans l'exclure, avoir encore plus de performance. Il n'y a pas à dire, Jean-François, vous êtes convaincant quand vous parlez de ça. Il y a des réactions. Donc, Christian et Pierre. Oui, Jean-François mentionnait justement au moment opportun, en relançant ce que j'avais dit tantôt, ça me fait penser que j'avais lu un article où on mentionnait que la compétition, c'est pas le jeune qui la recherche. Il y a un moment où le jeune a les processus cognitifs et mentaux pour affronter la compétition, participer à différentes compétitions, mais d'entrée de jeu, cet article-là disait que les jeunes qui sont mis dans des contextes de compétition, ça venait pas d'eux. C'est pas eux qui le demandaient, c'est le système, les entraîneurs, les parents qui amenaient leur enfant à affronter ces situations de compétition-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment opportun pour commencer à compétitionner et à se spécialiser. Puis c'est aussi de s'intéresser au moment où le jeune se sent prêt aussi. Oui, il faut l'encourager, mais il y a toute la notion aussi de préparation mentale et cognitive chez le jeune enfant. Ben, je vais raconter une expérience personnelle. On recule en 1973. Je demeure dans mon village à Anse-Saint-Jean, puis notre prof d'éduc décide de nous faire expérimenter le ski de fond. Ben, il n'y avait pas de piste là-bas, bien entendu. Il a pris sa motoneige, il nous a tapé une petite piste derrière l'école. Et ce matin-là, il faisait moins 20, je me rappelle, il faisait très froid. Et pour la première fois de ma vie, j'allais glisser sur des skis. Et je poussais avec mes bâtons, puis j'ai vécu une expérience extraordinaire qui a duré 20 minutes. Je n'ai plus jamais refait de ma vie par la suite. J'ai commencé à fumer la cigarette à 14 ans. À 21 ans, j'ai arrêté de fumer. J'ai commencé à bouger. Et je me suis dit, l'hiver, qu'est-ce que je... Ah oui, le ski de fond, je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais aimé ça. Donc, cette expérience positive que j'ai vécue 20 minutes, grâce à mon prof d'éduc qui a vu, on va leur faire vivre une expérience, parce que dans un village, il n'y avait pas de ski de fond chez nous. C'est ça qu'on recherche. On recherche de faire vivre des expériences positives aux jeunes, puis ça rappelle, hein, c'est marqué dans leur disque dur. Et par la suite, quelle piste d'atterrissage il prendra plus tard, peut-être très tard, mais c'est souvent ces choses-là qui vont faire une grande différence. Oui, quand même, c'est révélateur, tout ça. Oui, donc on a une intervention de la salle. Oui, monsieur. bonjour. D'abord, merci pour la présentation. On parle beaucoup des solutions en santé pour faire bouger les gens de manière un peu plus générale. On a à peu près 5000 gens qui sont des kinésiologues au Québec qui semblent pas tout à fait avoir la place qu'ils mériteraient dans le système de santé actuel, étant donné qu'on est plus dans le côté curatif que préventif. Si je regarde le prochain budget qui s'en vient, on va frôler 59 milliards, 58 milliards, plus que ça. 66. Bon, exact. Puis on met quoi? Peut-être 176 millions en prévention? 170? Bon, Ouais. à peu près, en tout cas. 2,5. Bon, en tout cas. Si je regarde le prorata de guerriers dans le curatif versus le préventif, je vois pas comment on peut s'en sortir pour diminuer le coût global en santé. T'sais? Fait que là, je parle en tant que professionnel de la santé, puis je me dis, actuellement, on met beaucoup d'énergie à essayer que nos jeunes ils deviennent plus performants. Mais si je regarde moi qui est allé à l'école sans aucun incitatif nécessairement pour faire du sport, qui s'est développé normalement, je regarde avec mes étudiants, je constate que j'ai pas moins d'habileté motrice que eux, qui, eux, ont beaucoup plus d'heures de temps à développer leur habileté motrice que nous, on l'avait de manière informelle. Voilà. Ouais, quand même, c'est intéressant. Donc, puis c'est drôlement pertinent, justement, de parler de ça, la prévention, le préventif, le côté préventif. Je sais que Pierre a plein de choses à dire là-dessus, mais on a parlé des kinésiologues. Je suis sûr que ça vous interpelle aussi, Elisabeth, là-dessus, l'intervention de monsieur. Oui, bien en fait, je pense que dans la comparaison entre ce qui se faisait avant puis maintenant, il y a toute la nuance du contexte. Tantôt, on ramenait ça au numérique, par exemple. Donc là, il y a peut-être moins d'occasions de développer les habiletés motrices versus peut-être le jeu à l'extérieur qui se faisait avant aussi. Puis, donc, il y a toute cette place-là. Puis après ça, c'est sûr qu'on est
c'est toujours mieux d'être dans la promotion, puis après ça, dans la sensibilisation, comme un peu le discours qu'on a depuis le début, d'aller sensibiliser à l'importance de développer les habiletés, à l'importance de se développer globalement aussi, de développer des habiletés globales. Puis après ça, à l'importance aussi, puis à l'impact que ça a de se développer dans plusieurs sports, par exemple. Puis on parlait au début aussi, à un certain point, il y a toute la médiatisation autour aussi. Puis c'est sûr que qu'est-ce qu'on voit dans les médias, c'est le sport de pointe, c'est le sport de performance, c'est la spécialisation. Souvent, on ne voit pas nécessairement le chemin par lequel l'athlète a passé pour se rendre à sa performance. Donc là, on va assumer que l'athlète a fait juste un sport toute sa vie, il a fait que ça pour se rendre à ce moment-là, alors que probablement qu'il a fait plusieurs sports et qu'il s'est développé dans plusieurs sphères avant d'arriver où il en est en ce moment. Puis c'est un peu ça sur lequel il faut sensibiliser les gens, puis ce qu'il faut mettre de l'avant sur la spécialisation qui est plus tardive ou le multisport, en fait, puis les différents programmes. Puis ça amène à l'autre nuance que je voulais apporter, justement, je pense que ce qu'on parle depuis le début, c'est le point négatif n'est pas nécessairement le programme multisport, le programme sport-études en tant que tel, soit la combinaison des études puis du sport, mais plus dans la façon dont dans la façon dont on l'apporte ou dont on le met en place en ce moment. Parce que je pense qu'il y a un point très positif dans le fait de combiner le sport, le fait d'offrir l'opportunité, en fait, de combiner le sport puis l'école à certains jeunes, d'aller à l'école le matin, par exemple, puis de faire du sport toute l'après-midi. Mais après ça, c'est dans la façon dont on va le présenter puis comment on va l'apporter après ça en fonction de diversifier la pratique, par exemple. Mais un des biais aussi du sport-études, souvent ceux qui gèrent le sport-études, ben, c'est des anciens athlètes. C'est pas les pédagogues. Et donc, souvent, ils ont été formatés performance. Et là, on voit souvent plein de biais dans l'encadrement qui est beaucoup orienté vers ça. Moi, je pense qu'il faut faire un temps d'arrêt. Et les écoles ont un rôle à jouer. Puis je le sens, on le sent vraiment que maintenant, il y a une ouverture à faire évoluer nos systèmes. Puis moi, je suis très confiant. Parce que présentement, là, on a les données probantes qui nous le confirment. La spécialisation, ça ne fonctionne pas. Ça produit moins d'athlètes qu'on pense. Et bien entendu, ça crée beaucoup de décrocheurs sportifs. Et maintenant, les écoles le savent. Ils vont s'ajuster parce que, bien entendu, ils veulent le bien pour les élèves. Au début, on pensait que c'était bien. Maintenant, il y a un ajustement à faire, selon moi. Brice? Moi, évidemment, le discours, il me touche beaucoup. L'idée de dire qu'on ne met pas suffisamment d'argent dans la prévention et qu'on en met plutôt dans le curatif en santé, évidemment, c'est un discours qui me touche beaucoup. En tant que professionnel de l'activité physique, on est plusieurs à militer dans ce sens-là, puis on y croit et on est plusieurs professions à gagner, à se mobiliser sur cet aspect-là, me semble-t-il, et pour toutes les raisons. Et puis, les deux auteurs de l'ouvrage n'iront pas à contresens de ça, j'imagine. La deuxième chose, c'est que l'approche en kinésiologie, elle est vraiment intéressante parce qu'elle considère que mettre les gens à l'activité physique, ça ne va pas de soi. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un faites de l'activité pour faire de l'activité physique. Le kinésiologue prend une approche individuelle qui va comprendre le rapport au corps, le rapport à la santé de l'individu pour essayer de changer un comportement, ce qui est extrêmement difficile. Et donc cette approche-là individuelle, très, très profonde avec la personne, elle me semble aussi à valoriser dans les discours. C'est-à-dire qu'on a souvent un discours de santé publique où il suffit de donner les recommandations, je sais qu'on ne pense pas ça, mais dans le grand public, on a l'impression qu'il suffit de donner les recommandations aux jeunes ou aux gens pour qu'ils fassent de l'activité physique. Or, c'est pas si simple que ça. C'est un rapport à la santé, un rapport au corps, un rapport à l'historique en termes d'activité physique. Et les kinésiologues ont une approche aussi beaucoup plus profonde, individuelle, psychologique avec la personne, qui me semble être un discours, en tout cas un des axes pour mettre les gens à l'activité physique qui me semble capital, et notamment ceux qui en sont le plus éloignés, porteurs de maladies chroniques par exemple. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Deuxième chose que je voulais dire, c'est à partir du moment où on part de spécialisation versus diversification, polyvalence, ça amène la question des classifications, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait faire dans la polyvalence sportive. Et là, il y a plusieurs approches. Il y a une approche qui considère qu'il faut faire vivre à l'élève ou à la personne différents types d'activités physiques. Donc, dans l'ouvrage, il y a une proposition en termes de milieux, des sports de glisse, des sports de terre, des sports de mer, des sports d'air. Une approche intéressante qu'on peut avoir en tête. Moi, je préfère partir des expériences vécues des gens et à me dire quels sont les types d'expériences que les élèves ou les enfants gagneraient à vivre plutôt que de partir d'une classification externe. Parce que quand on est dans la banlieue sud de Montréal, c'est pas certain qu'on puisse avoir accès à des expériences de glisse. Donc potentiellement, on peut se poser la question de la diversification en termes d'expérience.
Et sur ce débat-là, je tiens à souligner le fait que des initiatives comme la Petite Expé, par exemple, permettent aux jeunes d'accéder à du matériel de ski de fond pour s'initier au ski de fond, notamment les jeunes issus des quartiers défavorisés. Et ça, c'est une initiative qui gagnerait à être multipliée et que nos politiques publiques investissent là-dedans. Je vois des voies de passage, puis je vois un désir de l'École québécoise là, de s'amender puis de se mettre aux nouvelles études et aux données probantes. Là. C'est sûr et certain que je vois des solutions possibles, notamment sur la spécialisation, pas avant la 3e secondaire, faire la distinction entre les concentrations sportives et les élèves reconnus athlètes au niveau du ministère, parce que cette reconnaissance-là arrive beaucoup trop tôt, donc on a un travail à faire de ce côté-là. Puis au travers de tout ça, il faut se servir de ces activités physiques-là comme levier sur la réussite éducative, parce que le fondement de la mission de l'École québécoise, c'est instruire, socialiser et qualifier. Il ne faut pas l'oublier, dans l'école, on est d'abord là, avant tout, pas pour faire des champions de ski de fond ou de natation. Ce n'est pas notre mandat de développer des élèves athlètes ou des enfants trophées que vous avez nommés ou des placements de retraite. Ce n'est pas ça le travail de l'École québécoise. C'est de qualifier les élèves au niveau de leurs compétences pour qu'ils soient sur des citoyens responsables. Puis maintenant, ça passe par la motivation et le plaisir. Nos jeunes, ils sont là-dedans. Pourquoi pas se servir de ces leviers-là, de l'activité physique et des sports pour être capable, ou de toute autre chose, là, on parle de sport aujourd'hui, ou de toute autre chose qui peut les amener pour nous à les qualifier. On a d'autres interventions. On va en prendre une coupe. Oui, ça sera pas tellement. Puis après ça va être le mot de la fin. Comment se fait-il que quand on arrive au niveau des sports-études, moi je suis souvent au Parc Rivière-du-Moulin ou au Norvégien, comment se fait-il que justement, comme M. Lavoie le mentionnait tantôt, ce sont d'ex-personnes qui ont eu des expériences dans le sport et non pas des professionnels en santé comme moi, ou même qui vont éduquer ou qui sont engagés par le système scolaire pour agir et faire les bonnes pratiques et faire le bon développement en termes de modélisation du cerveau en termes de la pratique d'activité physique puis dans le développement jusqu'à un modèle adulte. Fait que moi, ce que je vois, c'est qu'on essaie de faire des résultats A+, mais avec une compétence C-. Fait qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Ceci étant dit, je n'enlève pas toute la pertinence des gens qui s'impliquent dans le milieu auprès des jeunes, mais on ne peut pas actuellement vivre de ce genre d'intervention-là. Tu sais, à coup de 10 heures puis de 15 heures, on ne peut pas vivre. Puis vous ne pouvez pas avoir un personnel qualifié à la mesure des jeunes et de qu'est-ce qu'ils mériteraient comme service. Tu sais. Autrement dit, on ne prend pas les moyens nécessaires pour atteindre nos buts. Moi, je réponds. Mais d'abord, ça se travaille là, présentement. T'sais, ce qu'on veut, c'est amener des gens qui vont venir supporter l'école avec des compétences qui vont faire en sorte qu'ils vont venir supporter tout le terrain à faire bouger les jeunes. Mais pas dans le modèle qu'on voit actuellement, le modèle évolué. Parce que tout le monde, on a une coalition du sport maintenant, là, puis tout le monde se parle, la mutualisation, c'est ce qu'on parle. Je reviens avec les kinésiologues. Ce qui se travaille présentement, on essaie d'intégrer les kinésiologues dans tous les GMF du Québec et bien entendu tout de suite après dans les pharmacies, les commerces de proximité. Donc, parce que le kin, bien entendu, après qu'il est passé chez le médecin qui atterrit dans le bureau du kin, tu ne peux pas retourner toujours au GMF là, pour le rencontrer. Lui, il fait 2 à 1. Par la suite, ça prend une deuxième piste d'atterrissage qui, selon nous, qui est la pharmacie. Présentement, ça se travaille. Moi, je parle avec des gens qui positionnent des ressources dans les GMF et on était approché pour dire, là, on est dû pour les rentrer, les kinésiologues. Donc, ils sont 5000, on le sait. On leur a promis beaucoup de choses, la prévention, mais là, je pense que leur tour s'en vient bientôt. Reconnaître comme ordre d'abord et par la suite les faire entrer dans le système, ça va beaucoup aider. Puis d'après moi, on est à quelques mois de quelque chose qui doit être annoncé. Ça, c'est une chose pour moi qui est très importante. Mais bien entendu, là, on est vraiment rendu un peu plus loin. Ce qu'on veut vraiment, c'est avant de se rendre là, éviter les problèmes, travailler en amont, en prévention. Je remercie notre centre de services scolaires, sincèrement. Ils ont toujours été innovants dans leur pratique. Puis ce que j'entends aujourd'hui, moi, ça me rassure. Ça nous en prend 1 ou 2 ou 3 qui donnent le ton aux autres centres de services scolaires au Québec qui vont suivre, comme de Coubertin a inspiré plein d'écoles au Québec. On est capable de prendre une région ou un centre de services scolaire qui décide d'appliquer, peut-être en pilote, plus rapidement que les autres, mesurer, évaluer avec nos professionnels à l'université, par la suite étendre ça à la grandeur du Québec. Bon, après, c'est bon mot, vous allez intervenir, hein, M. Je suis tout à fait d'accord avec vous là, qu'on a amélioré la structure au niveau de certains mandataires parce qu'on est effectivement à géométrie variable, là, puis on a quand même dans notre centre de service 35 mandataires différents.
Souvent, c'est des bénévoles, des gens qui n'ont pas nécessairement de formation, mais qui ont une passion pour la chose ou pour les jeunes, puis qui s'investissent corps et âme. Des fois, prennent congé de leur après-midi pour être capables d'amener des jeunes à faire une pratique sportive. Il y a une valorisation à y avoir de ces choses-là au niveau là, de tout du changement qu'on a au niveau sociétal qu'on veut opérer, qui doit s'opérer, là, parce que sinon, au niveau de la santé, on va avoir des problématiques. Là. Puis si vous avez parlé davantage d'agir en prévention, effectivement, je reconnais qu'il y aurait des choses à améliorer de ce côté-là. C'est sûr et certain, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aimerais juste revenir sur vos deux questions. Monsieur le kinésiologue, j'ai oublié votre nom. La première chose, c'est que votre deuxième question, je pense que c'est ancré très profondément dans la culture de l'entraînement physique et de la performance que les entraîneurs, c'est des anciens compétiteurs. Et on voit ça dans tous les sports. Et on voit ça à tous les niveaux. Et c'est très dur à changer. Et malheureusement, ça ne fait pas des très bons éducateurs souvent. Des fois, oui, mais vraiment pas toujours. À votre première question, j'aimerais aussi revenir sur le fait que moi, je suis kinésiologue depuis 25 ans. Je donne des formations continues aux kinésiologues depuis une vingtaine d'années. Et ce que je remarque, c'est que les kinésiologues qui prennent nos formations, c'est majoritairement des kinésiologues qui travaillent dans le curatif. C'est des kinésiologues qui travaillent dans des CIUS, c'est des kinésiologues qui travaillent avec la réadaptation d'accidentés de travail, tout ça. Et donc, les kinésiologues qui travaillent dans le préventif gagnent vraiment difficilement leur vie pour différentes raisons. Une de ces raisons-là, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer vraiment pour les services d'un kinésiologue parce qu'ils ne considèrent pas que c'est important. Donc, ça part aussi de la population elle-même qui considère que c'est juste un entraîneur. Pourquoi je paierais pour ça? Et en plus, il faut rappeler qu'on est dans une gratuité de système de santé. Alors, les gens ont l'impression que la santé, c'est gratuit. Alors, après ça, de commencer à payer pour de la prévention, les gens sont loin, loin, loin de ça. Et là, en plus de ça, on a un gouvernement qui ne met pas d'argent dans la prévention. Alors, je ne veux pas être défaitiste, mais bonne chance pour avoir des moyens dans la prévention. Et donc, là, les kinésiologues qui sont pas dans le curatif, ils ont de la misère à gagner leur vie. Et moi, j'en vois plusieurs qui tout simplement quittent la profession. Oui, alors, le jour où on va avoir une profession, effectivement, ça serait déjà une grande, grande avancée. Ça permettrait d'avoir des kinésiologues aussi qui rentreraient dans différents paliers de la société. Mais encore là, moi, je me pose la question, il pourrait y avoir des kinésiologues dans les hôpitaux, dans plein d'endroits, mais est-ce que les gens et est-ce que la société va être prête à investir du temps et de l'argent dans la prévention? Pour moi, c'est un grand, grand défi. Absolument, oui. Alors, c'est une intervention tout à fait pertinente. Jean-François, merci. Il y a une dernière intervention de la salle pour conclure. Madame, j'aurais presque le mot de la fin. Je suis sensible à ce qui a été mentionné un peu plus tôt sur les populations défavorisées à ce sujet-là sur la santé. Puis, justement, ce matin, j'étais au Patro avec les jeunes de l'école primaire, puis à moins que je fasse erreur, c'est une patinoire vraiment extraordinaire qui est installée dans un quartier défavorisé pour aider les jeunes à avoir accès à des services gratuits, une patinoire de qualité et tout ça. Puis j'aimerais savoir s'il existe d'autres exemples que vous connaissez ici au Québec qui fonctionnent, qui sont positifs et qui visent ces populations-là. Bruce, la petite XP, on a tous les centres de ski de fond au Québec. On a acheté 3000 paires de ski de fond, 3000 paires de ski, et on les a rendus, on les a donnés gratuitement au centre, à une condition que chaque enfant, 12 ans et moins, puisse venir gratuitement, autant avec l'école, autant que leurs parents la fin de semaine. Et un exemple, Oslo, qui est la capitale mondiale du ski de fond dans le monde, en Norvège, eux, pour maintenir leur sport national vivant, initient 10 000 enfants au primaire au ski de fond par année. Au Québec, nous, avec le programme Petit XP, on dépasse les 100 000 jeunes qui sont initiés par année en ski de fond. Donc, c'est un programme qui ne coûte rien à l'État. C'est nous qui le finançons à 100%. Les centres acceptent de donner de la gratuité. Il n'y en avait pas de jeunes avant quand même. Là, maintenant, il y en a. Les parents reviennent la fin de semaine, sortent leur vieux ski. Et là, on voit maintenant que les centres deviennent des centres familiales parce que les parents ont compris, ils ont fait des cubes avec leurs enfants. Il y a tout un lien de donner. Le ski de fond, c'est un sport d'inclusion. C'est un sport, même si tu n'es pas où tu veux le pratiquer. Donc, il faudrait cibler certains sports. Et l'État devrait venir vraiment investir massivement dans ces sports pour donner le maximum de sports accessibles à ces populations-là, justement. C'est la réponse des initiatives individuelles et des initiatives qu'on peut absolument souligner, mais qui sont des initiatives individuelles de gens qui sont motivés.
Et la petite expé, c'est sûr que c'est incroyable. Hein. Pour de vrai, ça permet aux gens d'accéder à une culture québécoise qui est la culture du ski de fond, quoi. Donc c'est vraiment important. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'en fait, la question des inégalités sociales en matière d'activité physique, elle est peu posée au niveau des municipalités. On fait le constat souvent inverse, c'est-à-dire que dans les quartiers favorisés, dans les quartiers, on peut penser à Sherbrooke, par exemple, qui est une ville très active, dans des quartiers favorisés, où il y a à disposition des pistes cyclables, du matériel sportif, des dispositions sportives pour les jeunes et pour les familles. Donc on voit vraiment qu'il y a une inégalité sociale qui est là, qui est présente. Et il existe effectivement quelques petits cas particuliers. Donc je pense au sud de Montréal, dans le quartier de la Chine, par exemple, où il y a une forte mobilisation pour accéder à des infrastructures gratuites pour les enfants, des pistes de ski de fond qui sont entretenues gratuitement, par exemple. Mais cette question qui est politique, qui est fondamentalement politique, qui est réellement, c'est avoir une vision de la santé publique qui est politique, gagnerait à être beaucoup plus posée dans les conseils municipaux, dans les programmes politiques des partis politiques actuels. Et pour moi, c'est une question qui est réellement fondamentale et qui permet de se détacher du discours responsabilisant. Je sais qu'on a vraiment tendance à avoir un discours responsabilisant en disant que chacun est responsable de sa propre santé. Oui, mais en petite partie. L'ouvrage se termine comme ça, en essayant de nuancer un peu. La dernière phrase, c'est un peu de nuancer, je l'avais noté, mais c'est vraiment l'idée de dire on est tous responsables de notre santé, mais il y a des déterminants. Pour moi, l'enjeu politique, mais quand je parle de politique, je parle réellement d'enjeu politique, il est beaucoup plus important que la question de la responsabilisation individuelle. Bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin, ça, Brice, justement. Ben, c'est pas beau, ça? Ce sera le mot de la fin. Écoutez, c'est ainsi que prend fin donc cette table ronde qui tournait autour de ce livre « Faut que ça bouge », écrit par Jean-François Harvey et Pierre Lavoie. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour cette discussion, hein, des propos des plus enrichissants, instructifs aussi. Merci donc à nos invités, Brice Favier Ambrosini, Jean-François Proulx, Christian Leclerc, Élisabeth Martin et les deux auteurs du livre, Pierre Lavoie et Jean-François Harvey. Merci à la professeure Catherine Laprise, donc, qui est directrice du 6D, le Centre intersectoriel en santé durable. Merci à Sarah Tremblay qui m'a recruté pour cet exercice. Et bien sûr, merci à vous tous qui étaient présents ici aujourd'hui et qui nous ont écoutés par le biais de MaTV ou encore sur le site web. À la prochaine. Bonsoir.